c'est un match de hockey, il est bien meilleur que ceux qu'on voit à la télé. Il y a pas vraiment de bataille. Je vous remercie beaucoup pour votre collaboration. Je remercie les 4 conférenciers et on revient dans 15 minutes. Ça va être dans les passages. Bon, alors, pour assurer que vous puissiez avoir la parole, même davantage que pendant la première séance, on m'a suggéré de vous inviter à ne pas applaudir. Même si on sait qu'on aime applaudir, essayez en tout cas d'être réservé, parce que je sais que vous avez des positions et des préférences, mais en tout cas, tentons de nous donner les moyens d'avoir un débat qui permette le plus grand nombre d'interventions après les questions qui seront posées à nos conférenciers. Alors, la première question de ce deuxième thème qui porte sur les institutions publiques et le projet de charte de la laïcité sont les suivantes. La première, vous allez voir, elle regroupe et elle porte sur des matières qui ont déjà été évoquées pendant la première discussion de tout à l'heure. Dans le débat actuel autour de la charte de la laïcité, la question de l'interdiction du port des signes religieux divise la société québécoise. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on peut prendre acte. Cette interdiction s'appliquerait aux seules personnes travaillant dans les organismes publics. Alors pourquoi, donc la question, pourquoi cette interdiction est raisonnable ou au contraire, pourquoi elle n'est pas raisonnable dans une société libre et démocratique? Alors je donnerai la parole sur cette question d'abord à Paul. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Alors, bon, je vais répéter, mais le syndicat de la fonction publique, évidemment, regroupe des fonctionnaires dans tous les ministères et organismes. Et je pense que depuis la période de la Révolution tranquille, on vit très bien avec le devoir de réserve politique qui est imposé aux fonctionnaires assujettis à la loi sur la fonction publique. Ceci dit, ce n'est pas un interdit non plus absolu, puisqu'il y a eu des jugements au fil des ans qui sont venus baliser l'expression, évidemment, de ces citoyens, qui sont des fonctionnaires, mais ce sont aussi des citoyens, qui ont pu, au fil du temps, donc, exprimer leur opinion politique, évidemment, pas dans le cadre de leur travail, ou même, par exemple, en arborant un signe d'adhésion à un parti politique ou en exprimant clairement, dans le cadre de son travail, ses opinions politiques. Ceci dit, ça se fait, et je pense que sur ces bases-là, et je ne pense pas que ce soit une contrainte excessive que d'interdire le port de signes religieux. Bon, pour le syndicat, la proposition parle de signes ostentatoires dans la fonction publique et au sein de l'État, mais c'est sûr que nous, c'est particulièrement dans la fonction publique où il y a les ministères et organismes, et je pense que c'est important que les citoyens qui s'adressent à l'appareil institutionnel aient un message clair que tous les citoyens reçoivent un service équivalent, peu importe sa condition religieuse. Alors moi, je pense que pour évidemment le voir, particulièrement à Montréal, je pense que ça crée certainement un malaise, ce qui n'interdit pas évidemment la pratique religieuse, mais je pense que l'État doit être libre de toute présence de signes religieux. Bien, merci Paul. Alexa, sur cette question de la raisonnabilité ou non de l'interdiction des signes religieux dans la fonction publique. Je vais soulever d'abord la contradiction dont certains signes religieux sont acceptables et pas d'autres. Je
je souligne aussi la contradiction à l'effet que le gouvernement a décidé de ne pas intervenir sur la prière dans les conseils municipaux. C'est basé sur une présomption, cette interdiction-là est basée sur une présomption que le service public ne peut pas être offert de façon équivalente aux personnes, peu importe le signe religieux qu'ils portent. Donc on dit, dans ce qu'on est en train de dire ici à ma côté, c'est que seules les personnes qui portent soit aucun signe religieux ou bien les personnes qui portent des signes religieux balisés acceptables pour l'État sont les personnes qui peuvent offrir un service public neutre. Et ce que nous on dit, c'est que les personnes qui peuvent offrir le service public neutre sont les personnes qui sont jugées aptes au travail pour remplir les fonctions d'un poste, avec les critères de sélection pour un poste de travail. Et donc, si quelqu'un à visage découvert offre le service, ce n'est pas ni garant de leur, comment je peux dire, c'est l'obligation du professionnalisme de l'emploi qui garantit le service. Maintenant, je reconnais que dans les yeux de plein de personnes, ça peut être un enjeu. Mais on peut aussi dire que dans les yeux des usagers et usagères d'un service public où il n'y a pas de signe religieux, on peut avoir également des questionnements sur la capacité d'une personne d'agir en tout professionnalisme dans l'offre de services. Par exemple, les personnes qui vont faire une demande d'aide sociale ne sont pas toujours convaincues que les employés de l'État sont de leur côté. Mais ils s'affichent pas nécessairement de signes religieux. Ou les gays lesbiennes n'ont pas toujours la garantie qu'en allant chercher un service de l'État, que la personne serait sans préjugés. Et ça ne dit pas non plus qu'une femme qui porte un foulard ou un homme qui porte un kippa ne peut pas non plus afficher sa croyance et en respectant les valeurs, les règles d'éthique de l'emploi. Donc, ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'État québécois avec tous les services publics qui l'entourent, c'est le principal employeur des femmes au Québec. Actuellement, il y a un bon nombre de femmes qui, par exemple, viennent du Maghreb, qui arrivent ici avec des diplômes en génie ou en informatique, qui ne trouvent pas de travail dans leur domaine d'emploi. Elles ne trouvent pas de travail dans leur domaine d'emploi parce qu'on ne leur reconnaît pas leur diplôme. Donc, il y a un enjeu ici de le droit au travail, qui n'est pas réglé du tout avec la situation de la charte actuelle. Mais des femmes qui sont venues au Québec avec ces compétences-là, par exemple, se sentent obligées d'aller dans d'autres types d'emplois pour gagner leur pain. Puis il y en a qui vont aller notamment dans les services de garde. Et il y a tout l'enjeu donc du parapublic et l'accès à l'emploi pour les infirmières, pour travailler sur les services de garde, que ce soit à l'école ou bien dans les garderies, les CPE. Et on s'inquiète énormément qu'au nom d'un projet pour l'égalité entre les hommes et les femmes, on fait en sorte que celles qui ont payé le plus grand prix pour cette égalité de l'État vis-à-vis de cette valeur-là soient celles qui portent un signe religieux qui est le hijab. Et ça, un bon projet féministe, généralement, essaie de travailler pour faire en sorte que toutes les femmes gagnent. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, on est extrêmement inquiète que, par exemple, les hommes barbus ne seront pas réglementés dans les barbus religieux, là je parle, ne seront pas touchés par cette interdiction-là, mais les femmes musulmanes, oui, qui portent le foulard d'ailleurs. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui nous inquiètent. Et dernière chose, c'est cette présomption erronée que l'expression de la religiosité, que ce soit chez les catholiques ou bien des musulmans, est nécessairement signe de non-attachement à des valeurs de solidarité, d'égalité et de justice. Et on a besoin de nuancer ce propos-là. Merci. Alors, Jamila, et ensuite David. Oui, je vais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit.
en ce sens que ça me dérange énormément quand on dit bon, ben, les femmes musulmanes eh bien, ne trouvent pas de travail et donc il faut les accepter avec leur voile. Mais ce qui me heurte principalement, c'est qu'on présente déjà les femmes musulmanes comme une entité homogène. Elles demandent un travail, d'une part, et on leur offre d'autre part des signes religieux, le port des signes religieux. Je vois là une asymétrie flagrante, en ce sens que les femmes musulmanes, on ne peut pas les imaginer. Oui, en ce sens que les femmes, il y a une dérive actuelle qui consiste à être incapable de s'imaginer une femme musulmane laïque, une femme musulmane féministe, une femme musulmane homosexuelle, une femme musulmane athée. Eh bien, ça existe. Et quand une femme musulmane, donc de culture musulmane comme moi, elle demande un emploi, elle ne s'attend pas à ce qu'on lui déroule un tapis de prière, parce qu'elle veut un emploi. Oui, je continue brièvement concernant le port des signes religieux ostentatoires. Écoutez, moi, je suis une immigrante. Je suis arrivée à l'âge de 24 ans. Je suis arrivée seule au Québec avec un sac à dos. J'ai frappé à plusieurs portes lorsque je suis arrivée. Je ne vais pas vous dire que mon cheminement migratoire, il a été fait que de jours heureux. Non. Je suis tombée, je me suis retroussé les manches, je me suis relevée. Mais c'est grâce au travail, grâce à l'effort, grâce à l'ouverture aussi à la société d'accueil que je me suis intégrée. En ce sens que le cheminement migratoire est une rencontre entre cet individu qui vient d'ailleurs, qui fait la moitié du chemin, mais aussi une société d'accueil qui fait l'autre moitié du chemin. Et donc voilà, l'un s'enrichit de l'autre et l'un fait grandir l'autre. Maintenant, je vais parler en tant qu'ancienne fonctionnaire du gouvernement fédéral, parce que j'ai moi-même été soumise à un code de l'éthique. Et je vous dis, j'ai été élevée par des parents progressistes qui avaient un sens de la loyauté à l'égard de l'État. Mon père était doyen à l'université d'Oran, ma mère était mathématicienne. Ils nous ont inculqué donc le respect de l'État. Ce n'est pas banal que de travailler pour l'État. C'est quelque part aussi un geste grave de travailler pour l'État. Donc en ce sens, ça se mérite. Ce n'est pas un droit que de représenter l'État. Ça doit être un privilège. Et je l'ai toujours pris comme ça, comme un privilège. Et c'est pour ça que durant tout mon cheminement à la fonction publique fédérale, je me suis interdite d'afficher mes convictions politiques, de contribuer de quelque nature que ce soit à une quelque rencontre, ne serait-ce que d'assister à un meeting, parce que je ne voulais surtout pas que dans la tête du public, il y ait interférence entre ma loyauté à l'égard de mon employeur et mes convictions politiques. Mais le jour où j'ai choisi que mes convictions politiques étaient supérieures à mon travail, j'ai pris mes responsabilités personnelles. J'ai démissionné de mon emploi permanent, bien rémunéré, pour porter les couleurs du Parti québécois. C'était un choix individuel et je ne m'attendais pas à ce que la collectivité l'assume. Je l'ai moi-même assumé individuellement. Et donc, c'est en ce sens qu'on doit faire la différence entre son moi et la collectivité, et représenter l'État, c'est quelque part se départir de sa liberté pour aller vers quelque chose de plus grand qui est l'État. Merci, Amir. Je dois dire, un peu quand même insatisfait de la manière dont je amène ce débat. Je pense que ça serait malhonnête et non sincère que je ne le dise pas.
On n'entend rien, excusez-moi. Je suis obligé de dire par sincérité que je suis insatisfait de voir comment Mme Jamila mène ce débat, participe à ce débat. Elle procède continuellement à des amalgames, prête des propos et associe ses interlocuteurs à une position qui est clairement pas la sienne pour ensuite attaquer ses positions. Mais bon, je l'exprime. J'espère que Jamila se rend compte qu'à user et abuser trop souvent de ces procédés, on finit par se discréditer. Pour ce qui est de ce qu'on a dit sur le voile, et là, je crois qu'il faut distinguer entre les effets et la cause. Le voile porté par les femmes musulmanes d'abord, pour les besoins de la cause. C'est un signe de conservatisme religieux, c'est certain. C'est un symbole même de soumission. La plupart du temps, une très très grande majorité des musulmanes dans le monde, si on prend l'ensemble des femmes musulmanes dans le monde qui le portent, elles le portent uniquement parce qu'elles sont obligées de le faire. Obligées par la famille, par la culture, par l'histoire, par les lois. Il y en a là-dedans, par contre, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas amalgamer tout le monde. Ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle, ne serait-ce que pour ne pas exclure des gens qui sont en processus pour sortir d'un état, d'une situation à l'autre. Une fois ceci dit, je dois le répéter, la position de Québec solidaire est que la laïcité, n'oublions pas la définition qu'en a donnée M. Peña-Ruiz au début. Il a dit que c'est une construction qui repose sur 3 pieds, c'est un trépied. Si on coupe un des pieds, on déstabilise l'échafaudage, on déstabilise l'édifice, qui est un édifice rappelé par M. Pedro Ruiz, rappelé par M. Lamont, qui cherche la plus grande cohésion sociale à travers des éléments de partage en société d'un certain nombre de valeurs, de droits civiques, d'accord, citoyens. Or, je répète, il n'y a pas que la neutralité ou l'indépendance de l'État de la religion, le pouvoir religieux. Il y a le respect de la liberté de la conscience des gens et il y a le respect de l'égalité de droit. L'égalité de droit, ne l'oubliez pas. Si parce qu'on veut renverser un pied, on ne prend pas garde puis on déstabilise en coupant dans les autres pieds de manière inconsidérée, ce qu'on obtient, ce n'est pas une plus grande cohésion. C'est plus de tensions, plus de problèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Ça veut dire que, par exemple, pour Québec solidaire, il n'y a pas d'absolu dans l'interdiction du port des signes religieux. À preuve, dans notre projet, on a dit d'abord aucune place dans les institutions de l'État pour le voile intégral, aucune place, nulle part. Ensuite, pour ce qui est du voile ou des d'autres signes ostentatoires, il faut regarder et réduire l'interdiction au minimum. Le réduire au minimum de ce qui est nécessaire pour garder cette idée que l'État, là où elle représente, il y a des figures qui incarnent l'autorité de l'État, ne soit pas identifiée à une religion ou à une autre. Mais en même temps, ce faisant, ça s'aide à minimiser la limitation des droits que ça constitue. C'est pour ça que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas tout à fait fermés, il faut en faire le débat. Il faut savoir le nom, il faut savoir ce que ça implique. Je vois difficilement pourquoi une préposée qui lave un patient dans un hôpital, ou une immunothérapeute qui endort, ventile un patient déjà à moitié dans les vapes à cause de ce qu'on lui a donné, incarne l'autorité de l'État. Donc je voudrais qu'on puisse discuter de manière raisonnable pour ne pas, lorsqu'on veut renforcer la laïcité, qu'on fragilise un des 3 ingrédients indissociables, qui est la question de l'égalité de droit. C'est pour ça que vous nous voyez tellement préoccupés de cet aspect-là, parce que nous, contrairement à d'autres qui voient dans les effets les causes, c'est-à-dire dans le voile, dans la montée de l'intégrisme et du communautarisme en Europe, pour nous, tout ça, c'est des effets. C'est des effets. Des effets de quoi? De ce que M. Lamont disait, un peu comme la crise connue en 1929. Les sociétés perdent leur repère, il y a une grave crise économique, sociale et politique qui fait que les liens sociaux habituels sont perdus. Et dans ces liens-là, on est en nous.
ceux qui sont pour la solidarité, la cohésion, pour une définition républicaine de nos sociétés, de partage des valeurs, des droits et des responsabilités, on est en compétition avec d'autres qui offrent d'autres solutions, qui sont le communautarisme, qui sont le repli identitaire, qui sont le fondamentalisme religieux. Et c'est dans cette bataille-là que nous devons gagner, que nous devons être plus forts que si dans les politiques qu'on met de l'avant, comme la politique actuelle sur la charte, on fait la démonstration à ceux qui sont concernés que nous, la société d'accueil, est moins accueillant et moins intégrateur que les sectaires qui, eux, par tous les moyens, veulent intégrer plus de gens dans leur communauté, bien, ils auront gagné. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on soit conscient que ce qu'on fait ne produise pas l'effet paradoxal, l'effet contraire de ce qu'on cherche. Merci. Bon. Oui, juste un petit... Paul, est-ce que tu avais eu la parole? Oui. Non? Alors là, non. Non. Non, Parce c'est qu'il y a bon. une dernière question, puis ça va permettre, je pense, de continuer, mais surtout de vous donner la parole, parce qu'il y en a plusieurs qui attendaient, puis je pense que c'est très important que le public ait la parole. La dernière question est celle-ci. Vous avez tous les quatre pris connaissance des autres dimensions du projet de loi 60. Je vous rappelle qu'il en compte 52 articles. Il y a un article sur le port des signes religieux, l'article 5, dont il est question un peu aussi ailleurs, mais il y a autre chose. Notamment l'énoncé des critères destinés à encadrer les demandes d'accommodement religieux. Dans son état actuel, le projet de loi vous satisfait-il? Quelles modifications devraient lui être apportées pour qu'il emporte votre adhésion? Alors, je commencerai cette fois-ci par Alexa. Merci. J'aimerais d'abord me situer pas juste à l'intérieur du projet de loi, parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas les pensées du projet de loi qui mériteraient notre attention pour favoriser à la fois la laïcité et aussi faire un travail vis-à-vis des terreaux fertiles au fondamentalisme religieux. Donc, dans un premier temps, comme je vous ai souligné, l'enjeu des prières, l'enjeu de l'éducation privée confessionnelle n'est pas dans le projet de loi et devrait l'être. Je pense qu'aussi on a besoin de regarder qu'est-ce que ce débat-là brouille par rapport à d'autres débats qui sont quand même liés mais qui n'apparaissent pas comme tels dans un premier temps. C'est que le gouvernement du Québec, le présent mais aussi le précédent, a contribué pour beaucoup au désinvestissement de l'État au niveau de la privatisation et la tarification de l'ensemble des services publics. Et lorsque les services publics sont privatisés, qui est censé prendre le relais? C'est très souvent la famille qui prend le relais et les institutions religieuses. Et moi, je pense que c'est l'espace qui ne devrait pas être joué par les institutions religieuses parce que ces services-là, très souvent, s'accompagnent d'une forme de missionnariat. Et ce missionnariat est particulièrement porté par les gens qui ont comme une conviction un peu intense et fondamentaliste dans leur religion, parce que les autres vont avoir une attitude plus laïque ou plus séculaire dans leur approche. Et j'ai vu ça notamment avec les Inuits qui descendent du Grand Nord québécois pour avoir des services sociaux et de soins de santé à Montréal, parce qu'ils n'en ont pas nécessairement ces services-là dans le Nord. J'ai vu, par exemple, des églises évangéliques aller offrir plein de soins aux personnes et d'accompagnement là où les services communautaires n'ont pas d'argent et là où l'État a délaissé les services. Et donc, je pense qu'on a besoin de sortir un petit peu du projet de loi pour essayer de regarder comment on s'organise pour que les terreaux fertiles au fondamentalisme religieux ne prennent pas place. Je dirais aussi toute la question de la discrimination à l'emploi actuelle, qui est un créateur de sentiments d'injustice et d'exclusion. On n'a pas traité encore au Québec véritablement des problèmes d'accès à l'emploi pour des gens pas croyants ou croyants qui ont soit une origine autre que québécois ou bien couleur de peau qui n'est pas blanche. Ces deux groupes-là de personnes souffrent d'un sous-emploi et une déqualification du travail. Et la déréglementation du marché du travail les envoie dans les agences de placement et sont exploités au plus haut point. Donc, on a besoin de regarder quelles sont les injustices qui entourent actuellement la création
où le fertile, hétéro-fertile a un sentiment d'injustice qui peut se développer dans des communautés. Je dirais également qu'un des impensés, c'est quand même incroyable qu'on puisse faire la promotion d'une charte des valeurs qui met au cœur, au centre, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, et que quasiment tous les autres projets politiques du gouvernement n'en parlent pas. Par exemple, l'assurance autonomie tout dernièrement. Il y a ni la FFQ ni le CSF a été appelé en commission parlementaire, alors que toutes les personnes à peu près au cœur du projet touchant l'assurance autonomie sont des femmes. C'est-à-dire elles sont proches aidantes ou les travailleuses du milieu, et parce qu'elles vivent plus longtemps, c'est elles qui sont dans les maisons d'hébergement à soins longue durée. Mais il n'y a pas eu d'analyse différenciée selon le sexe, et on n'a même pas entendu nos organisations devant la commission. C'est quand même incroyable. Et je pourrais vous donner une liste d'autres politiques qui sont majeures dans la vie des femmes, et donc ça, c'est les impensés. Dernière affaire sur le projet de loi lui-même. On semble vouloir faire une extension à d'autres milieux que le milieu public et parapublic. On semble vouloir faire en sorte que toutes les entreprises qui ont des contrats ou des organismes communautaires qui ont des subventions de l'État soient également touchés par le projet de loi. Il y a des affaires à essayer d'éclaircir dans ça, mais moi, j'ai besoin d'avoir les éléments rassurants sur ces éléments-là du projet. Merci Alexa. Paul, comment le syndicat, avant même d'aller en commission parlementaire par votre voix, évalue ce projet? Est-ce qu'il mérite d'être modifié pour être acceptable? Oui, c'est-à-dire que sur l'objectif, on est d'accord évidemment avec l'objectif poursuivi d'une charte de la laïcité. Maintenant, la question du rythme se pose, en particulier pour les fonctionnaires. Je pense qu'on doit donner beaucoup plus de temps, puis on ira le dire en commission parlementaire, pour le passage de la loi au fait. Ça, on le dira. Concernant les accommodements raisonnables, parce qu'il y en a eu beaucoup dans la fonction publique, et je pense que ça, c'est bienvenu qu'il y ait effectivement des règles beaucoup plus claires, non seulement dans la loi, mais aussi dans les règlements ou les politiques qui seront adoptées dans les différents ministères et organismes. Et je pense que, moi je donne l'exemple de la Société d'assurance auto et de l'évaluation des conducteurs-conductrices. Je pense que c'est inacceptable que, par exemple, une femme demande absolument une femme ou qu'un homme demande absolument un homme. Je pense que ça a été relativement modifié. Pas que ça a disparu, mais les employés ne sont plus conscients que ça se passe encore aujourd'hui parce que ça ne se fait pas au bureau, mais plutôt au téléphone lorsque les personnes prennent un rendez-vous. Et ça, c'est le genre d'accommodement qui contredit évidemment toute la question de l'égalité entre-femmes, si on ne peut pas être d'accord avec ça. Puis là, je pense qu'il y a un grand consensus autour de ça. Concernant la question du professionnalisme et des personnes qui porteraient des signes religieux, je pense que la question ne se pose pas du côté du professionnalisme. Ces gens-là font un bon travail. C'est pas là. La question ne se pose pas là. C'est l'image de l'État et de la société incarnée par l'État. C'est là que se pose la question. Et concernant le fait que les personnes qui seraient plus en autorité ne seraient pas autorisées à porter des signes religieux, ostentatoires ou pas, je pense que l'État, il y a une unité du haut vers la base. C'est vrai qu'il y a des gens qui décident, mais il y a des gens qui appliquent. Quand une personne va passer son examen de conduite, qu'elle est âgée et que l'évaluation est faite par un simple fonctionnaire, il est en autorité. Et pourtant, on ne dirait pas. Mais il est en autorité, et ça dans tous les ministères, que ce soit à l'aide sociale ou dans tous les ministères et organismes. Et je pense que pour cette raison-là, on ne peut pas diviser ceux qui ont du pouvoir parce qu'ils sont très identifiés, les policiers, les juges, etc., et les simples fonctionnaires qui appliquent. Ils appliquent, mais ils ont un pouvoir qui leur est accordé par la loi constitutionnelle. Merci, Paul. Et toutes les religions, là, je parle de toutes les religions. Amir, dans le débat, on parle beaucoup, ce projet de loi pourrait être adopté parce que la coalition Avenir Québec est d'accord en partie, puis elle pose ses conditions. Qu'est-ce que ça va prendre pour que Québec solidaire soit d'accord ou non avec un projet de loi? Est-ce que vous avez déjà formulé vos demandes pour que ce projet de loi soit acceptable?
Donc, en retour d'une question très précise, je demande votre indulgence pour une petite pause publicitaire. Proche du micro. Oh, excusez-moi. Amir veut faire une pause publicitaire. Je veux faire juste une pause publicitaire pour deux choses, j'avais promis. D'abord, Tribune Juive, Gila, ça ne veut pas dire que nous endossons l'un l'autre ce dont on va faire la promotion, mais bon, Gila est rédactrice en chef de Tribune Juive. Leur dernier numéro, c'est « Moi, juif, sioniste, athée et laïque, touche pas à mon hôpital juif ». Tout un débat qu'on pourrait avoir à l'entour de la genèse du nom de l'hôpital juif, pourquoi c'est là, etc. C'est intéressant de le constater. Ensuite, il y a un mouvement au Québec boycotté l'apartheid israélien. Quand on parlait des questions de cause, de chercher les causalités, il n'échappe à personne, j'espère, depuis 14-15 ans, à quel point le fondamentalisme, l'intégrisme islamique à tout le moins, là je ne parle pas des autres intégrismes, croît et prend d'expansion prospère sur le terrain de cette plaie qui s'appelle l'injustice faite au peuple palestinien. Alors, pour approfondir notre réflexion, il y a une brochure qui a été publiée par la campagne Boycotter, donc les produits venant de l'État israélien, enfin de l'apartheid, surtout de la partie occupée. Merci, la pause est terminée. Très bien. Réponse à la question, Amir. Oui, qu'est-ce que ça prendrait pour nous? C'est sûr, nous allons participer aux travaux de la commission parlementaire. Nous allons rappeler ce que je vous ai dit ici, c'est-à-dire le souci, d'approfondir. On n'aura pas achevé, mais d'essayer de parachever en partie le processus de la laïcisation de l'État québécois, mais rappeler aussi, quel que soit le résultat final, parce que nous sommes après tout deux, nous ne pèserons pas plus que notre contribution au débat dans la décision finale, mais rappeler qu'il faudra se rappeler des autres éléments. Et les autres éléments, c'est-à-dire l'égalité des droits, ça veut dire quoi? Ça veut dire la reconnaissance des diplômes, ça veut dire mettre fin à la discrimination à l'emploi, ça veut dire une francisation adéquate, énergique, bien investie, une francisation qui n'est pas uniquement fonctionnelle, mais qui cherche à aussi s'assurer je dirais, de la transition culturelle, du partage d'un même bagage culturel avec les nouveaux arrivants, ce qui veut dire que ça ne peut pas être juste 8, 10, 16 semaines avec 250 $ par semaine. À la première occasion, ce que font la plupart des immigrants, parce qu'ils ne rejoignent pas les bouts, ceux qui ne parlent pas français, ils vont travailler dans un shop au salaire minimum parce qu'ils doivent survivre. Donc, reconnaître que c'est un grave problème pour assécher le terreau des communautarismes. Il faut permettre la socialisation pour que la socialisation se fasse à travers la société d'accueil et non pas dans les replis, dans les ghettos communautaires ou identitaires. Ensuite, pour les groupes de femmes, il y a d'innombrables groupes de femmes qui œuvrent dans le milieu des communautés immigrantes, ceux qui sont touchés par ces phénomènes qu'on craint. Ils ont perdu leur financement pour une bonne part. On ne reconnaît pas leur travail à leur juste valeur. On ne leur donne pas les moyens. Par exemple, une ligne téléphonique pour les femmes dans les différentes communautés avec les langues d'accueil, les langues d'usage autant que possible, une facilitation pour n'échapper personne parmi les femmes qui vivent des problèmes liés au patriarcat, aux relations traditionnelles, à l'oppression qui vivent dans les rapports domestiques. C'est assez, d'ailleurs, je pense, c'est assez révélateur que, par exemple, l'Association des femmes iraniennes, mon épouse et sa mère sont parmi les fondatrices d'une association qui date d'à peu près une vingtaine d'années et dont même la jeunesse, l'identité vient de la lutte contre le voile, contre le hijab en Iran, le hijab forcé en Iran. Or, l'Association des femmes iraniennes, quand ce débat-là a fait éruption, je me rappelle lors d'une réunion, c'était drôle d'entendre dire, écoutez, ça ne rejoint pas nos préoccupations. Nous, ce qu'on a besoin, c'est des outils pour assurer une meilleure reconnaissance de l'égalité économique, la question de l'indépendance économique de ces femmes-là, la violence conjugale, d'avoir du soutien pour celles qui veulent échapper à leur violence domestique. Donc, de combattre les rapports d'inégalité sur le terrain. Ils ne sont pas insensibles à la préoccupation sur les signes religieux dans l'État, mais leur problème au quotidien dans le combat même pour l'égalité des femmes qui subissent ces rapports traditionnels, c'est pas ça. Et pour ceux qui... et on va rappeler surtout, parce que le Parti québécois, comme beaucoup de gens ici dans la salle, j'imagine, doutent encore qu'on peut avoir des effets paradoxaux. Moi, je vais leur rappeler ça. Je vous le dis en guise de conclusion à mon intervention. Ça date du 3 octobre dernier.
c'est le début de l'article de Micheline Carrier. Micheline Carrier anime le site Sisyphe.org, je pense assez favorable à la Charte des valeurs québécoises proposée par le Parti québécois. Alors c'est comme ça qu'elle écrit: dans le milieu ethnique où je vis, je croisais de temps en temps quelques femmes portant le hijab. Depuis que le débat sur la Charte des valeurs québécoises a débuté, c'est par douzaines que j'en croise tous les jours. Une personne étrangère au quartier pourrait penser que la communauté maghrébine y est majoritaire, mais c'est plutôt la communauté haïtienne. Des étudiantes pré-ados d'une école privée qui traversent régulièrement le parc voisin ont commencé, elles aussi, à porter le hijab avec leur costume scolaire. Hier, c'est une jeune femme dans la vingtaine de noirs vêtus aux têtes aux pieds, etc., etc. Puis elle finit: sans doute assistons-nous à une réaction identitaire de solidarité au sein d'une partie de la communauté musulmane. Quand je vous parlais de l'importance de bien mesurer ce qu'on fait pour ne pas obtenir l'effet contraire de ce qu'on recherche. Merci, Amir. Jamila, ex-candidat du Parti québécois, est-ce que vous êtes d'accord avec le projet déposé par M. Drainville et son contenu, ou comme sur des questions, vous avez exprimé une dissidence l'année dernière, comme les crucifix par exemple, vous avez des suggestions pour l'améliorer? Oui. Avant cela, vous me permettrez de dire quelques mots à Amir. Cher Amir, j'accepte vos commentaires. Je suis d'ailleurs heureuse que vous ayez en toute franchise, que vous les exprimez en toute franchise. Je pense que ça fait partie du débat. Mais aller jusqu'au bout de sa logique, de son analyse, ça fait aussi partie de ce débat. Et il faut apprendre aussi à aller jusqu'au bout de soi-même et de ses analyses. Donc, je ne veux pas donner l'impression ici que les divergences ne sont pas importantes. Elles le sont. Et c'est en cela que tout un chacun devrait réfléchir et approfondir sa réflexion. Mais cela étant, j'ai remarqué, cher Amir, que vous avez bien apprécié donc, la définition de Pénaruis. Et je me propose de vous offrir donc 2 livres de Pénaruis, Qu'est-ce la laïcité et qu'est-ce l'école? En toute amitié, je pourrais même lui demander de les dédicacer pour vous, étant donné que c'est un ami personnel. Et ceci n'est pas une déclaration d'amour. Mon amoureux étant dans la salle, mais j'aimerais vous dire aussi, cher Amir, que j'ai du plaisir aussi à débattre avec vous. Même si je peux être féroce dans mes analyses, mais sachez que j'ai une tendresse particulière pour vous. Voilà. Est-ce qu'on peut citer? On va commencer par l'affaire du crucifix. Donc vous connaissez ma position par rapport au crucifix. Elle n'a pas changé. Voyez-vous, c'est mon parti qui a petit à petit avancé. Et d'autres partis d'ailleurs, peut-être, qui vont aussi avancer. Donc moi je suis cohérente avec moi-même, je suis cohérente avec ma démarche. J'estime que autant que majorité, on doit aussi donner l'exemple. J'estime que la laïcité s'applique à tous. J'estime que l'égalité, c'est l'égalité entre tous, donc croyants et non-croyants. Et je suis attachée à l'universalité du droit et à l'universalité de la loi. Moi, ce qui m'inquiète et ce qu'on pourrait améliorer, donc c'est un projet, bien entendu, qui a ses limites, mais sachez que la laïcité est un processus historique. On sait quand ça commence, mais ce qui est passionnant, c'est qu'on ne sait jamais quand ça finit. Et donc, on est toujours talonné intellectuellement pour trouver précisément des solutions. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le financement des écoles religieuses confessionnelles. Alors que nos écoles publiques sont pauvres, qu'elles sont de plus en plus appauvries, on trouve de l'argent pour financer les écoles confessionnelles privées. Je trouve que c'est un scandale. Dans ces écoles-là, où on enseigne les dogmes religieux, où on sépare les petites filles des petits garçons, où l'on fait porter aux petites filles aussi des voiles islamiques, où le créationnisme est enseigné. Bref, le système éducatif, pour moi, doit être au cœur de la laïcité et de l'autonomie intellectuelle et morale. Et en ce sens, je ne pourrais pas accepter le parachèvement de la laïcité sans qu'on se questionne et qu'on remette en cause le financement des écoles religieuses confessionnelles, les privilèges fiscaux des organismes religieux. C'est un véritable scandale,
citoyenne n'est pas indépendante de l'émancipation sociale, en ce sens que l'émancipation citoyenne, elle se fait aussi avec l'émancipation sociale. Et ça, je suis sûre, Amir, que vous allez adorer donc, cette partie-là où il développe donc, justement cette analyse. Et moi, je crois en l'État-providence. Moi, je pense que oui, il faut financer des services publics. Moi, je pense que oui, il faut donner à chacun, et surtout peut-être aussi aux gens venus d'ailleurs, la chance de déployer leurs ailes, de s'émanciper, de construire quelque chose qui est à leur mesure, parce que tous ces gens qui viennent d'ailleurs, ils ont fait des sacrifices énormes pour venir ici. Et je ne veux pas que nous les décevions. Je veux que l'on soit à la hauteur de leurs rêves, comme le Québec a été à la hauteur de mes rêves. Alors, il y avait déjà 6 personnes qui étaient en ligne. Si elles veulent se reprendre leur place, allez-y. Oui, le chiffre précédent, puis on a le temps ici. Et moi, je souhaite que les choses se passent bien pour les interventions possibles. C'est bon? Les gens qui pouvaient se déplacer se sont déplacés. Alors, tenant compte du fait qu'il y a beaucoup de personnes, je demanderais d'être très concis dans le commentaire et la question. Je vous écoute. Alors, bonjour, mon nom est Galia Vaillancourt. J'étais candidate aux dernières élections municipales dans le district du Myland. J'ai deux volets. La première concerne un peu ce que Mme Benadjib a dit tout à l'heure concernant les enfants et la faculté de prendre des décisions quant à leur choix religieux. J'ai l'impression qu'au Québec, maintenant, on est un petit peu hypocrite parce qu'on manque de cohérence quand on force nos enfants à adopter une religion dès leur tendre enfance, alors qu'on devrait peut-être aller plus tard dans les études au cégep ou au secondaire, à faire du secondaire, à faire des études culturelles et religieuses pour connaître l'ensemble des cultures, l'ensemble des religions et faire un choix qui est personnel, à mon avis. Ma question serait plutôt concernant les élections dernièrement de la première personne d'origine hassidique, en fait issue de la communauté hassidique dans Outremont. On a vu suite à son entrevue avec Mme Dussault, qui a dû la faire quelques heures à l'avance à cause du Shabbat. Madame la conseillère n'était pas disponible. Je voudrais savoir, c'est pas là que maintenant on a un premier pas déjà qui vient briser la laïcité. Elle l'a dit clairement, elle est là pour représenter la communauté et faire en sorte que les règlements qui, selon elle, sont discriminatoires et vont à l'encontre des besoins de la communauté hassidique. Présentement, je trouve ça un petit peu absurde maintenant qu'on fasse l'objet juste des gestes ostentatoires, des foulards, et on parle que de musulmans. Mais il y a d'autres formes d'insinuance, d'insinuité qui fait que les choses peuvent se dégrader franchement rapidement. Merci. Peut-être qu'on peut demander à un élu ce qu'il en pense. Oui. On a eu ce débat dans la proposition de notre propre charte pour la laïcité, par exemple, à partir du moment où, dans sa proposition, Québec solidaire dit... À partir du moment où Québec solidaire, dans sa proposition de charte pour la laïcité, dit qu'il faut que les personnes qui représentent l'autorité, c'est-à-dire une position de coercition, comme des juges, etc., ne doivent pas porter de signes ostentatoires. Là, je mets toujours c'est toujours le voile qui nous obsède. Ça trahit vraiment une dure réalité. Donc, on s'est questionné, est-ce qu'il faut étendre ça aux députés ou aux ministres, puisque beaucoup de ces ministères, ces institutions de l'État, sont sous la responsabilité, après tout, du gouvernement, de ces députés, de ces ministres. Et là, il y a eu la question démocratique. Et beaucoup de gens qui sont plutôt favorables même à la charte de la laïcité du Parti québécois ne sont pas en faveur, comme c'est le cas du Parti québécois lui-même. Ils n'ont pas inclus là-dedans le fait que cette obligation de ne pas porter de signes ostentatoires s'applique aux députés et aux ministres. Ben, dans la première version, non. Maintenant, on est rentré. Pour ce qui est des... Non, mais là-dessus, Amir, il y a un article du projet qui dit que les députés pourront décider eux-mêmes. C'est une question de privilège parlementaire. Oui, mais c'est ça. Il
y a quand même une contradiction. L'exemple doit en principe venir de haut. Si on avait vraiment la volonté dès le départ, on l'aurait fait. Ensuite, la prière dans les salles municipales, dans les conseils municipaux, ça, le problème n'est pas réglé. Et c'est vrai qu'on est devant, dans une société où on privilégie quand même les droits individuels, la liberté de conscience, on est devant des tas de cas de figure de cette espèce, dont cet exemple-là n'est peut-être pas la pire. Moi, je vous rappelle que juste cette même semaine, on s'est réveillé pour apprendre qu'il y a 40 ou 50 enfants qui, depuis des années, étaient cloîtrés dans une espèce de secte religieuse ultra-orthodoxe à Sainte-Agathe et qui ont fui la justice primaire, en fait, celle qui protège les enfants. On a des lois pourtant, mais on ne peut pas. Autrement dit, il y a des champs d'intervention où c'est la loi qui doit agir et le bon sens. Et malheureusement, on ne peut pas avoir réponse à tout dans un projet de charte. Ça, je le conseille. Voilà. Donc, votre question? Bonjour tout le monde, je m'appelle Ali Kaidi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ali Kaidi. Donc j'ai deux questions. La première question, je la pose en tant que citoyen appartenant à une minorité. Je la pose pour ceux qui défendent la laïcité ouverte. Donc, peut-on parler de neutralité si toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle affichent leur appartenance religieuse? Ça, c'est ma première question. En sachant bien que la majorité appartient à une religion bien déterminée, le catholicisme, supposons s'ils appartiennent à cette religion. La deuxième question, est-ce que le fait de ne pas interdire le voile, le port de voile dans la fonction publique pour le personnel, ce n'est pas une façon d'encourager la pression communautaire exercée sur les petites filles et les femmes musulmanes? Un commentaire par rapport, pas un commentaire, mais c'est une question. C'est une question par rapport à l'utilisation de la conception de Bernard Louise. Le fait que vous avez utilisé, M. Kadir, cette conception, vous auriez dû aller jusqu'au bout de le raisonnement de ce philosophe, parce que ce philosophe, il est pour l'interdiction du port du voile, du port des signes ostentatoires dans la fonction publique. Et merci. Alexa, et une réponse rapide à Amir après la réponse d'Alexa. Alexa? La première question portait sur la laïcité ouverte, mais est-ce que vous pouvez juste redire c'était quoi la... Excusez. Supposons que toutes les personnes ici affichent leur appartenance religieuse, est-ce qu'on peut parler d'une salle neutre? Oui. Ok, merci. Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, j'avoue. Pas sûre de le comprendre complètement. J'aimerais dire que je pense que quand on a commencé à débattre collectivement à grande échelle de la laïcité il y a déjà plusieurs années, je trouve dommage qu'on a rapidement qualifié la nature de la laïcité. Puis la FFQ s'est éloignée de terminologie de laïcité ouverte et tout ça. Parce que je pense que c'est important de pas attiser davantage les réflexions qui sont autour. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de façons d'articuler la laïcité à partir de piliers semblables. Et donc, un des éléments qui anime la réflexion de la FFQ, et comme je vous dis, je regardais la référence tout à l'heure, une des chercheurs qui dit des choses intéressantes là-dessus et qui peut nous faire avancer dans la réflexion, c'est Cécile Laborde qui a écrit un texte qui s'appelle « Français, encore un effort pour être républicain ». Puis, ce qu'elle met au cœur de sa réflexion, c'est la question de la non-domination. Donc, peut-être si on parle des trois piliers de la laïcité dont on parle depuis tout à l'heure, la séparation de l'État et des religions, la neutralité de l'État vis-à-vis des croyances de la population, que ce soit athée ou religieuse, ou bien la liberté de conscience, le nœud qu'elle identifie dans tout ça, c'est est-ce que par ailleurs, il y a une forme de domination qui peut s'introduire soit par la laïcité ou qui est là, qui rend ça plus difficile pour des personnes d'être des citoyens égaux à part entière. Parce qu'on peut, dans un État libéral, vouloir que les citoyens soient égaux, mais ce n'est pas nécessairement effectif parce qu'on ne possède pas tous les mêmes moyens. Puis quand il y a des formes
d'exclusion, de domination, on crée des conditions où les citoyens et citoyennes ne sont pas égales. Et donc, je pense que ça vaut la peine de s'y référer. Par ailleurs, sur la question du port de signes religieux, il ne s'agit pas pour nous de faire la promotion de port de signes religieux. On ne se le souhaite pas, d'où notre position ni obligation ni interdiction. Mais comme d'autres, on n'a pas l'impression qu'on peut faire en sorte que des gens soient libres à leur place. C'est quelque chose que les gens font pour eux-mêmes et que l'État, notre État, a besoin de s'assurer que les personnes aient tous les moyens pour pouvoir exercer leur liberté. Et doit s'assurer que tous les citoyens et toutes les citoyennes soient vraiment égales, pas juste dans les lois, mais dans les faits. Puis on est très loin de ça. D'où c'est une des raisons du mouvement féministe encore aujourd'hui. Donc, pour nous, le débat actuel a tendance à faire en sorte, et la charte pourrait avoir tendance à mener à un repli, isoler des personnes et pénalise exactement celles qui nous inquiètent collectivement. Et sans toucher fondamentalement aux problèmes de fondamentalisme religieux qui sont réellement problématiques.